La barbarie nouvelle. Au cœur des richesses urbaines apparaissent les décrochages sociaux. Les précarités y deviennent structurelles avec ou sans emploi. Des misères, d'ordinaire abandonnées à de discrètes fermentations, se voient orientées vers l'office un peu mieux acceptable des charités et compassions humanitaires. L'humanitaire lui-même amorce comme un retour de flamme. Il n'est plus uniquement assigné aux confins de l'Empire, sur la croûte exotique du sous-développement, au chevet de ceux qui n'ont pas su accéder à l'histoire. Le voici ramené au ventre occidental, sur le pont dans les voiles, à la barre, à la carte, aux boussoles, comme aurait dit Césaire. Le voici dans la ruine des pensées progressistes, la déroute du beau, rêve socialiste au cœur des villes splendides, institutionnalisées dans des restos qui ont du cœur et autres banques alimentaires, véritable ombre portée de celle qui, à l'autre bout de cette misère matérielle et mentale, orchestre de gigantesques gains. Voilà que dans les richesses surgissent ces régressions qui rongent l'ancien statut du salarié, le droit des ouvriers, l'assise du fonctionnaire, les protections sociales, la dignité reconnue à ceux qui triment et qui produisent. L'ancienne constellation du travail, je parle d'un éventail d'activités diverses où chacun exprimait ses créativités, se retrouve étouffée dans l'emploi. L'emploi, parlons-en. Activité réduite au prosaïque, de plus en plus nue, de plus en plus débilitante, rebelle au moindre accomplissement, jusqu'à devenir inutile au hold-up des richesses et se voit transformer en aumône à temps déterminé que rien ne garantit et qui ne garantissent rien. Si la raison n'y peut, que toutes ces morts y aillent et nous lavent le regard. Ces misères et autres précarités qui semblent n'avoir presque aucun lien entre elles sont le symptôme de cette barbarie qu'il nous faut désigner. Le paradigme du profit maximal. Gagner gros, gagner plus, gagner autant que possible et sans autre souci. Le tout profit devenu immanent, démultiplié dans les sciences, les techniques et les trouvailles du numérique. Tout l'homme, le prosaïque de ses nécessités, mais aussi son poétique le plus vital, se retrouve asservi aux partitions du point de croissance, aux tranchants des compétitivités, sous l'insigne de ces légalités où l'emploi n'est plus qu'une soumission à un ordre patronal nostalgique des féodalités. Recherche, justice, éducation, santé, culture. La pénurie règne partout, sauf dans les dividendes exponentiels remis aux actionnaires. Ces misères, ce précaire, cette mise à sac des services publics, cette ruine des solidarités, ces décrochages qui nous menacent tous au cœur du plus avancé de nos siècles, heurtent cette idée inscrite depuis les origines dans notre haute conscience et que j'attise ici dans ce désenchantement, la richesse. Toute richesse, quelle qu'elle soit, surgit toujours des industries de tous. Aucun manager, aucun capitaine d'industrie, aucun grand manicot du business ne saurait distinguer son ouvrage de ceux qui la supportent et en finale la font. La richesse est produite par tous, de lignée en lignée, de famille en famille, de génération en génération. De vie, de travail d'un père ou d'une mère ouvrant, à celle d'une fille ou d'un fils qui en prend le relais. C'est ce moteur qui produit la richesse de ce quartier, cette ville, ce pays, de ce monde où vont naître ceux qui viennent. Cette richesse qui augmente, s'accumule et se concentre devant nos yeux au plus extrême, au plus absurde, hors d'atteinte de presque tous, levée au fond des poches de quelques-uns et de leurs héritiers, est pourtant faite par tous. Elle est donc due à tous, à chacun, dès son cri de naissance. Toute naissance est nue, fragile et démunie. Dès lors, toute naissance en ce monde convoque cette générosité. Richesse acquise, toujours produite par tous, se doit être redistribuée dans l'équitable et dans le généreux, entre tous et pour tous.
Toute naissance en ses fragilités appelle cette justice, cet héritage universel et leur donne autant. La liberté, l'égalité, la fraternité, le partage, l'équité, la dignité humaine et le bonheur pour tous sont des forces qui se sont vues construites contre les barbaries. Elles ont su juguler les triomphes de l'horreur. Elles ont désactivé des drames reptiliens et dévié du tragique montée des fonds immémoriaux. Elles ont nourri les forces imaginantes du droit et se sont formalisées dans des déclarations, des traités, des chartes, des conventions, des accords et des codes nationaux. Sans jamais atteindre un quelconque achèvement, ces forces de la décence se sont instituées en balises d'une perspective vers laquelle on chemine, par laquelle on progresse et allons protéger de nos défaillances et de nos renoncements. À mesure de ces victoires, l'insidieuse barbarie, la paix du tout profit, le gagner plus sans fin, le gagner à tout prix, a su les rendre productivement odieuses, économiquement horribles, incongrues dans les arènes de la croissance et des compétitions. Elle achève, et le faisant se révèle à nos yeux, de les dissoudre maille après maille dans sa razzia des biens communs, dans sa manière d'orienter le numérique, dans l'assignation consumériste des individuations, dans le discrédit infligé à la solidarité, à l'impôt, à l'État, aux politiques et dans le prêt-à-porter d'une précarité légalisée, obligatoire et proclamée moderne. L'évidence est l'enjeu. Protéiforme en son essence, cette barbarie a pu s'étaler sur le monde, y organiser les écuelles de ses chiens jusqu'à produire partout dans le standard des mêmes désirs, les mêmes devenirs de la consommation seule, consommation encore, se nourrissant d'elle-même, précipitée dans les lignes de fuite, les tentatives d'écart, les solutions célébrées vertes ou les sobriétés que nous aimons, qui s'ambitionnent très humbles et se veulent bienheureuses. Rien de l'humain, inscrit dans le vivant, n'échappe à sa logique. Rien ne saurait se soustraire à ses crises et à ses écocides. Elle est tous nos malheurs et nous oblige à considérer ensemble tous nos défis. Tout est lié, tout est noué. La résistance stérile est d'abord celle qui ne s'est pas reliée. Dès lors, les bannissements, les fuites, les terreurs, les demandes de refuge, les suppliques d'asile, les occurrences diversifiées de la migrance n'ont plus à être distinguées. Tous proviennent de la même frappe et jaillissent d'une même prédation. Soudan, Irak, Libye, Syrie, Érythrée, de même frappe, de même cause, de même palpitation présente et de même devenir. La planète n'est pas seulement globalisée par l'appétit capitaliste, elle est par nature une. Un seul horizon où l'horizon ne s'ouvre que sur lui-même, où la perspective se renouvelle autour d'un cœur unique. Les mondes multiples se percevant autonomes et se croyant étanches n'existent que dans les stases de nos imaginaires. Considérons cette évidence qui s'ouvre sur un défi. Terre commune, berceau de nos berceaux, nation finale de nos nations, patrie ultime où s'enchantent les frontières. Lieu à comprendre, à sauver, à construire et à vivre. Mais lieu pour l'instant soumis au règne d'une barbarie aussi dévastatrice que les anciennes, partout la même, connectée de partout, et partout en passe de triompher, tel empire accompli de l'ensemble des empires connus et à venir. Le don du glas. Mais alors que bien des pays pauvres recueillent tant bien que mal des migrations massives, les États-nations d'Europe préfèrent dire à la vie qu'elle ne serait passée. Eux qui ont tant migré, tant brisé de frontières, tant conquis, dominés et qui dominent encore, veulent en chouquer à résidence une misère, terreur et pauvretés humaines. Ils prétendent que le monde au-delà de leurs seules frontières n'a rien à voir avec leur monde, qui n'est pas de leurs œuvres et pas de leurs devoirs. Ils lui opposent les dissuasions d'une mort autorisée, filmée à angle choisi, médiatisée chaque jour. Ils élèvent l'attestation d'un impossible sur des monceaux de cadavres et consentent à l'abandon de tout un océan aux vocations des cimetières.
Le berceau de leur civilisation est devenu une tombe. Ils ont tout essayé, pactisé avec les infamies, ici avec le diable turc, là avec la déroute grecque, plus loin ils ont forcé la faiblesse italienne, et pour le reste, ils ont peuplé leurs rives de démons mercenaires. Cela se voit légitimé par des équilibres économiques, des seuils de tolérance, des préventions sécuritaires contre le terrorisme, de la raison d'État liée aux indigences du pragmatisme politicien. Ils arguent d'identité menacée par des hordes dissolvantes. Ils disent que rester hors d'atteinte est la seule réponse possible à ce qui n'est qu'un début d'invasion. L'Europe envisagée comme solitude au monde. L'Europe amputée de sa propre mémoire, se voyant née d'elle-même, se nourrissant d'elle-même, achevée en elle-même, sans besoin de l'humain. Pourtant, en son sein même, l'imprévisible surgit. Quelques êtres humains, je parle des gens de l'ordinaire, sans titre et sans blason, s'éveillent malgré tout à quelque chose en eux. À l'instar des migrants, ils inventent au-devant de leur propre humanité d'intraitables chemins. Sans attendre un quelconque horizon, ils recueillent et accueillent des ombres, des spectres, des silhouettes qui traversent les projecteurs et les obstacles éblouissants. Ils se portent vers eux, sans lumière, sans audience, avec juste un rien d'humanité tremblante. Se faisant eux-mêmes et audience et infime lumière, ils donnent leur lit, leur petit déjeuner, leurs habits, leur temps, leur solitude aussi. Casa nostra, casa vostra. Chant, danse, musique, petites choses, petits gestes, petits mots qui recèlent sans doute l'éclat ténu d'un autre monde. Une intuition qui désavoue des vérités ténébreuses et puissantes. Casa nostra, casa vostra. Quand l'humain n'est plus identifiable par l'humain. La barbarie est là. Pas une tribu, pas une nation, pas une culture ou civilisation qui naît en quelques heures et s'émet sous le désir ou la contrainte, qui naît en quelques moments de ces histoires, vu une partie d'elles polliniser le monde, ou qui n'est accueillie ou n'ait été forcée de recevoir ce qui provenait d'un bout quelconque du monde, puisant au monde autant que se donnant au monde, s'érigeant en source, en asile, en refuge, ou réclamant et asile et refuge. Pas une. Homo sapiens est aussi et surtout un homo migrateur. Dès lors, l'homme campé sur son seuil, qui ne reconnaît pas l'homme qui vient, qui s'en inquiète seulement, qui en a peur sans pouvoir s'enrichir de cette peur, et qui voudrait le faire mourir ou le faire disparaître, est déjà mort à lui-même. Il a déjà disparu en lui-même, de sa propre mémoire, de sa propre histoire, et à ses propres yeux. C'est lui-même qui ne reconnaît plus. C'est avec la crainte de lui-même qui se menace. C'est de lui-même qui se protège, et c'est lui-même qui se condamne à ce naufrage qu'il craint. En la matière humaine et dans celle du vivant, le glas ne connaît que tous les horizons. Il sonne d'emblée pour tous et pour chacun, de part et d'autre des murs, à commencer par celui qui l'actionne. Le don qui lui rétorque connaît la même ampleur. Là-bas est dans l'ici. Jane, tu dis que c'est devenu chose, s'agglutine comme pour se réchauffer ou pour se rendre plus fort, pour vivre peut-être dans moins de solitude. Survivre sans doute comme ça, mais que cette chaleur qui monte de leur rassemblement fait durcir de la glace dans les services publics, congeler les pierreries des îlots d'abondance dont a parlé notre Saint-Exupéry. Tu dis que pourtant cette chaleur démantèle les barrières, peuple les coins et les recoins, mais qu'une traque policière la disperse aux mille vents et malheurs, la voue aux impossibles disparitions, mais qu'elle renaît quand même, désapparaît pour ressurgir encore, ni à la même place, ni au même endroit, mais toujours dans l'ici, ou encore, comme on dit en créole, an mitan icia.
Je lui dis, comme à l'apeuré sur le pas de sa porte, c'est parce qu'il n'y a plus d'ailleurs. Les barbaries anciennes récapitulées toutes dans la virulence des colonisations avaient créé du non-droit, de l'ailleurs hors la loi, des non-lieux, des hors-mondes, au mieux, des anti-mondes, où l'on pouvait à loisir, en bonne conscience et toute impunité, et illusoire non-contamination, terrifier, dominer, exploiter, massacrer, et en finale, hisser le déshumain jusqu'à l'institution. La barbarie nouvelle, elle, supprime partout l'ailleurs. Au-delà des nécessités de ses seules marchandises, elle absorbe l'autre part, la ressource d'un quelconque à côté. Elle avale, sans le vouloir, les marges et digère les écarts, en soumettant les espaces au déblaiement de sa seule prédation. Elle invalide les horizons et crée toujours sans le vouloir une unité tragique. Le chemin par lequel on frappe l'autre est le même que cela qui, direct, touche à soi. En laissant sous ce règne du profit, le là-bas souffrant est dans l'ici radieux. Le loin souffrant est dans le proche. Ce qui se produit en quelques lieues de la planète s'épanche dans les brouillards, les clairvoyances et clairaudiences du numérique se rejoignent dans les vents de poussière, construit de boucle en boucle un seul et même endroit. Les voies, les chemins, d'où qu'ils partent, où qu'ils aillent, ne font que venir à l'endroit où nous sommes. L'abondance imaginée solitaire et lointaine nourrit de fait une pauvreté qui tôt ou tard va l'affecter. Toute inégalité admise par-ci ou tolérée par-là effrite où qu'elle se trouve les prééminences. La partition désormais très vibratile de la planète s'émeut du moindre souffle, déplore le moindre cri, engrange la moindre régression. Les mémoires reptiliennes en accusent l'impact et les crocs s'en souviennent. La scène captive du monde répercute ainsi aux quatre vents les arrachés et les curés bestiales. On sait sans apprendre. On voit sans regarder. On reçoit sans avoir demandé. On entend sans même avoir tendu l'oreille. Et on encaisse la frappe sans nul besoin qu'elle nous soit destinée. Cette barbarie qui surdétermine l'économie, les techniques et les sciences fait du monde un lieu plus que jamais indissociable par la seule densité des misères qu'elle essaime. La mondialité. Tu me dis, Hunt, qu'il faut voir dans les petits matins ces violences de guerre, ces dispersions à gaz et à matraque, à ruse et à mensonge, par la honte, par l'indigne et par l'humiliation, en plein jour, de par les villes d'Europe, dans Paris des Lumières, en terre d'une fille aînée de l'émancipation. Tu me dis que ces choses ravalées, bien au-dessous des choses, s'indignent, incrédules. Mais pourquoi faites-vous ça? Et que d'autres rappellent, à qui saurait l'entendre, quelquefois en criant, mais souvent dans le silence de ces gorges éclatées, que deviennent leurs pancartes. Nous sommes des êtres humains. Je dis, leur mondialisation n'a pas prévu le surgissement de l'humain. Elle n'a prévu que des consommateurs. Sur leur plateforme, l'humain consommateur n'est plus vraiment humain. Ce n'est qu'une simple donnée à remplir de désirs, à couvrir de services. Engrangée par une nuée de cookies, abeilles collantes hypermnésiques, ses références sont vendues à l'encan, sa valeur se résume à son pouvoir d'achat, sa présence sur cette terre ne se conçoit que dans les accès commerciaux de son moi numérique. Nul besoin que cette donnée se déplace, sauf sous le mode touriste, dans les tubulures des tours opérateurs, ou le container divertissant des immenses paquebots. Et il est souhaitable qu'elle se dématérialise dans ce que feront d'elle les algorithmes et les réseaux sociaux. Le profit a colonisé l'économie d'une sorte tellement bien achevée que cette dernière a fini par supplanter l'aube et les horizons,
l'alpha et l'oméga, jusqu'à piéger les lignes de fuite que pourrait nous offrir le virtuel. Dans cette nuit sans sortie, c'est maintenant elle qui considère et accorde aux personnes, au pays et à tout ce que l'on veut une quelconque importance. Elle détrône les valeurs, les visions ou les grands idéaux sans avoir à produire l'amorce d'une idée. Elle avale les politiques publiques, asservit les États, n'accepte au rouge de son grand œuvre que cette finalité. Gagner plus que la veille, toujours bien plus que l'avant-veille, croître sans cesse pour sans cesse accumuler sans cesse. Et pourquoi? Pas pour atteindre à quelque humaine propriété, un attentif mieux vivre, un souci du bien-être, non. Pour alimenter une hypertrophie quantitative qui ne concerne qu'elle-même et menace notre survie sur cette planète. Et donc, au cœur de cette ténèbre, ce qui n'a pas été prévu, qui s'affirme sur ces pancartes d'intensité amygdalienne, c'est que dessous cette mondialisation, tel le sillage sublimé d'une comète, s'ouvre la mondialité dont a parlé Glissant. Soumis au dogme économique, précipité dans l'immanence du numérique, l'imaginaire humain accuse l'irruption incontrôlable du monde. On éprouve la conscience, on actionne la pratique. Si beaucoup d'entre nous s'y refusent et succombent aux nostalgies colonialistes, au racisme maladif, aux inquiétudes du xénophobe, aux extrémismes de l'éperdue, ce qui est aussi une manière misérable d'être au monde, d'autres en ramènent une tranquille bienveillance. De cette bienveillance, cette lueur, dirait Pasolini, naît la mondialité. La mondialité, c'est tout l'humain envahi par la divination de sa diversité, relié en étendue et en profondeur à travers la planète. Par ces alchimies silencieuses, la mondialité diffuse en nous la présence d'un invisible plus large que notre lieu, d'une partie de nous plus large que nous-mêmes. Elle amplifie nos perceptions, démultiplie nos points d'accroche, en invente de nouveau, suscite de l'inconnu et de l'imprévisible dans ce que nous vivons, nous émerveille et nous affole ainsi. Elle nous inspire le goût d'apprendre à vivre cet inconnu et cet imprévisible, à les accueillir sans en être renversés, les saisir malgré tout. Elle distille l'intuition d'un monde que nous habitons, qui nous habite, que nous touchons et qui nous touche, qui est déjà construit, mais que nous pouvons continuer à bâtir, qui nous façonne, mais dans lequel nous pouvons poursuivre un devenir. Elle nous infuse la sensation d'un monde ouvert et qui nous ouvre, impossible à fragmenter, impossible à totaliser, impossible à circonscrire, impossible à définir, qui se profile en ombre, en traces, en fuite, en vide, en choc et en clarté dans d'insolites connexions de nos imaginaires. Un monde impossible à penser, mais qui, par cet impossible du fond de ce fluide souverain, pousse à l'effervescence des créativités. Un monde dont plus rien ni quiconque n'est le centre ni la périphérie, ni le maître ni l'esclave, ni le colon ni le colonisé, ni l'élu ni l'indigne, où seul règne l'incertain dans lequel nous tombons, et solitaire et solidaire, également désarmé en sensible extension et jouvence poétique. La mondialité, c'est surtout ce que la mondialisation économique n'a pas envisagé, qui surgit et se produit sur la gamme d'un brasillement dans un vrac ténébreux. C'est l'inattendu humain, poétiquement humain, qui leur résiste, les outrepasse et qui refuse de déserter le monde. C'est ce qui leur démontre que le monde n'est pas à eux, ni écuelle à profit, ni porte-container. Marché ne relie que les pierreries glacées des capitaux et marchandises. Il ne dégage la voie qu'à des avidités. Ses contacts sont des frappes, ses échanges sont des prises, ses régulations n'installent que des asservissements. Son horizon où s'entrechoquent les bulles digitales du profit n'est qu'un couvercle totalitaire. Dès lors, la mondialité, c'est cette part de notre imaginaire qui, dans l'instinct, dénoue et ouvre à fond,
qui dans l'instinct se relie à d'autres imaginaires, qui rallie, qui relaie et relate les sensibilités, la joie, la danse, la musique, l'amitié, la rencontre, et qui surgit des magnétismes de ces rencontres multitransculturelles orchestrées par le hasard, les accidents, la chance et les errances. C'est la mondialité qui incline notre idée de l'humain vers l'horizontale plénitude de ce qui vit sur cette terre. C'est elle qui tend à faire de cette humilité une fondation de partage et de régulation par le partage qui n'est pas le marché. Elle n'installe aucun de ces horizons économiques qui scellent et qui enferment pour nous marchandiser. Elle détache une constellation d'intuitions semblable à un envol d'images, claire, sombre, bien verte, bien bleue, virevoltante entre elles, porteuse de sentiments qui nous éveillent, de sentiments qui pensent, de sentiments qui créent, de sensations participantes et d'idées fulgurantes qui s'attirent, se repoussent, se traversent mutuellement, qui s'effusionnent ainsi. Cette indéfinissable mise en relation avec le tout vivant du monde nous émeut, nous affecte comme auraient dit les philosophes. Elle nous transforme lentement, sans but ni intention, nous offre d'éprouver de plus humaines intensités, nous anime d'autre chose que des lois du profit, de ses exclusions, nous remplit en finale d'une éthique sans grande démonstration, juste soucieuse de beauté, beauté de l'immobile, beauté du rien, beauté de l'inutile et du gratuit, beauté du geste, beauté de l'attitude, beauté de la pensée, beauté de chaque désir et des aspirations, de tout ce qui n'est pas du coffret des pierreries glacées. La mondialité, c'est ce qui, dans les vents du monde, nous laisse entrevoir d'autres devenirs, vers lesquels nous pouvons tendre par chaque fibre de notre vie et de notre expérience, et cela avant même d'en connaître la substance. Un monde est en eux, un autre monde s'ouvre en nous tel un banc de lumière sous la morsure du nombre. Une planète se meurt d'eux, une terre s'offre à nous qui ne saurait envisager, mais que nous pouvons instruire d'une poétique à laquelle ils ne sauront souscrire. Ils ne verront pas ce monde. Ils ne nous verront pas dans ce monde. Nous les perdrons de vue dans un essaim d'images. Alors, voici ce qu'il te faut considérer. Ils refoulent les migrants parce que les migrants ne leur laissent pas le monde. Les migrants le leur reprennent. Surgit d'un des ressorts de la mondialité, ils nous l'offrent dans leur bon, dans leur sceau, par leur sang, par leur mort, par leur surcroît de vie, par les vents éballants, par l'infini du mot accueil, qui nous force à épeler dans toutes les langues du monde. Kan Mwense Kan Utu. Ce matin, tu dis, Jane, t'être levée au plus tôt pour servir des petits déjeuners à des choses surgies d'un angle mort des pavés. C'est le monde qui apparaît par ses tentes éparses. C'est lui qui se profile dans ses villages humanitaires et ses camps effrayants. L'Irak, l'Érythrée, l'Afghanistan, le Soudan, la Libye suivent le sillage des marchandises et des services. Le nomadisme sanctifié des rentes et capitaux tout au long des anciennes cicatrices coloniales, aux champs profonds jamais bien refermés. Y remonte la succion des intérêts et des profits, les tubulures et les pipelines qui ne font qu'aspirer. Les marionnettes actionnent à leur tour le fil qui les anime et pratiquent à rebours le sens des impulsions. Ils s'accrochent au ventre des avions, aux essieux de camions. La Syrie se réfugie dans le convoi des containers et dans tous les coins du monde, avec ou sans raison, des files humaines traversent les neiges, les rocailles, les déserts, les tempêtes, se déchiquettent contre des barbelés, assaillent des murs et des grillages, s'entassent jusqu'à toucher le ciel, excaver des enfers. Chacun de leurs pas déclenche des remparts multiformes, zones de non-droit, terres interdites et lignes rouges,
blocos posés comme des horizons. Mais chacun de leurs pas est une force, venue du loin, venue d'un autre monde déjà au cœur de celui-ci. Tout le lointain, tout l'avenir, le devenir effectuant leur ruade dans l'ici-là lui-même. À chacun de leurs pas, dis-toi qu'une force se lève depuis le cœur du monde, qui déjeune avec eux, déjeune au plus vivace de cette planète et en présence de tous. Et celui qui les sert sa propre présence dans les liaisons imprévisibles du monde. C'est pourquoi Jane, dans ce café offert, cette brioche que tu leur as tendue, se tenait cet écart, une présence qui reconnaissait la leur et qui la rejoignait dans un flux naturel. Cette présence, je veux dire ce reflet d'une beauté qui aurait pu se perdre, n'est rien d'autre que la mondialité. Y suivent non pas les magnétismes terrestres que mobilisent les animaux, pas seulement le sillage des marchandises, le muscle des capitaux, les lieux fantasmés où le capitalisme accueille encore des bras de travailleurs. Non, imaginons ceci. Y suivent aussi les signes d'une intuition qui leur défait les horizons. Citoyens de cette mondialité, qu'ignorent toujours les géographies capitalistes, les voici inclassables, à la fois clandestins, bannis, expulsés, expurgés, exilés, désolés, voyageurs tapageurs, réfugiés, expatriés, rapatriés, mondialisés et démondialisés, dessalés ou noyés, demandeurs d'asile, demandeurs de tout ce qui peut manquer aux vertus de ce monde, demandeurs d'une autre cartographie de nos humanités. Ils ne s'en viennent avec aucun drapeau, oriflamme ou blason, aucune proclamation autre que leur humanité réduite à l'ardente expression de sa force d'agir, sa puissance d'exister. Les chapelles qu'ils érigent sont emplies de dieux fracassés, sans doute créolisés, et quand ils prient, qu'ils le sachent ou l'ignorent, c'est juste au-dessus de la boue, en direction d'un monde inconnu des vieux textes sacrés. Leurs paroles, leurs cris sont de respect des droits naturels, inaliénables, indivisibles de nos humanités. Paroles dansées, courses chantées, cris jetés en couleurs sur les murs, agités à la proue des radeaux, rappelant dans leurs concerts ce qui a été écrit à ce sujet et qui semble effacé. Ils sèment des droits originels, des droits imaginés, des droits en devenir, des droits à réussir, divulgués par eux-mêmes, mis en œuvre par leurs pieds. Chaque cri est un jugement, chaque mort une jurisprudence. Ces droits sont trimballés comme autant de valises, renforcés par ceux qui tombent, transmis par ceux qui continuent, forts de leur masse et de leur volonté, n'opposant que du désir aux damnations des gardes-frontières et autres sicaires des barbelés. Contre les états de droit, ils parlent du côté des forces imaginantes du droit, depuis les rives d'un monde où ils ont accosté, qu'ils arpentent déjà et qu'il nous faut construire en nous et alentour de nous. Ce que nous sommes, qu'ils marchent, qu'ils chantent, qu'ils hurlent, qu'ils meurent, qu'ils l'illustrent ainsi, est fait du monde qui a changé, qui change encore selon des rythmes étrangers aux mondialisations et qui sont à coup sûr les africaines polyrythmies de la mondialité. Cela nous change comme une improvisation de Miles Davis dans l'infime et le sobre, jusqu'à ce que nous réalisions l'inouï de ce changement. Alors voici une part de la tâche qui n'incombe à personne, mais qui nous fixe tous. Considérer le monde en séance qu'allait ouvrir l'esclavage de type américain, la frappe des colonisations contre le genre humain, mais deviner dans le même temps ce devenir moléculaire du monde qui se poursuivit malgré tout, en dessus, au-dessous, à travers, mais aussi à l'insu des colonisations. Penser au monde qui vient, au monde que nous voulons, au monde imprévisible,
accompagner l'inévitable jonction de tous ces mondes en nous, en deviner les potentialités, préciser sans forcer nos désirs, identifier sans appuyer cette volonté qui soutiendra chacun de ces désirs, puis les invoquer comme une inspiration à chaque seconde d'une existence redevenue confiante. Migrer nous aussi comme cela dans les essaims d'images improvisées qui virevoltent comme des lumières en nous. Certains imaginaires virevoltent au quotidien, ils se rejoignent, s'ouvrent parfois du simple fait de se rejoindre, abaissent les boucliers, écartent le lacis des racines reptiliennes, s'émeuvent du lointain, élargissent le proche. Ils goûtent à l'inconnu dans l'inconnu qui vient. Ils reconnaissent le frère dans l'inconnu qui vient. La famille dans les fuites massives où pourtant rien d'humain ne se voit distinguer. La mondialité gît alors dans les misères et les douleurs qui s'en viennent en dérives convergentes. Elle accuse les inacceptables de leur mondialisation. Elle est ici et elle est là. Silencieuse, irrécusable, elle fait en nous justice. Elle fait en nous égalité. Elle fait en nous décence et équité. Elle nous esquisse l'éthique d'un autre monde, nous incline à penser autrement et à laisser agir un autre imaginaire. Elle nous change, et de dénouer nos rêves accompagne ce changement. Certains imaginaires dansent, foutent et font couleur sous leur pollution et les nuages de plomb. Voici que revient cette triste formule. Nul n'a vocation à accueillir toute la misère du monde. Il n'y a là qu'un insipide qui s'offre à leurs indifférences. La mondialité, elle, nous murmure qu'il n'y a rien à accueillir en dehors de soi-même. La menace ne provient pas de l'extérieur de ceux qui parlent ainsi. Elle est en nous. Elle se tient dans ces contrées qui, en chaque nation et en chacun de nous, sont devenus inaptes à ce qui reste vivant. Une nation gagne à retrouver les ardeurs qui toujours ont présidé à sa naissance. Ses rencontres, ses contacts, ses emprunts, ses inter-rétroactions dont elle a fait histoire densité et triomphe. Rien ne s'est fondé dans l'immobile et dans le fixe. Le retrait ne nourrit que les impasses du vivre. Les lieux vivants qui reçoivent, qui accueillent, qui se maintiennent en ces vitalités premières sont aussi les archives des vieilles communautés. Ils irriguent nos sociétés surgies des convulsions du monde. La vocation d'une nation est ici d'accueillir toute la misère dont la rende comptable, son expérience, son ampleur fondatrice, sa décence historique. Des pays pas très riches ont accueilli bien plus de malheureux que certaines contrées d'éclat et d'abondance. En la matière, bien des sociétés pauvres, mais restées accueillantes, ont assumé une responsabilité plus qu'optimale. Ils se sont érigés sinon en exemple, mais au sommet de ce qu'elles ont été de plus vivant et qu'elles veulent demeurer. Reculer en deçà de ses capacités quand survient la détresse revient à invalider sa propre vie et, à travers elle, à affaiblir son avenir, offusquer le vivant. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, avait tonné ses airs. Seulement, même l'appel sans hurlement, l'appel sans interpellation, l'appel juste constitué d'une puissance d'exister dans le broyage des forces contraires, ne résonne pas aux seules oreilles ou aux sensibles du cœur. Il fait concert de tout l'imaginaire du monde. Le monde et ses misères sont des régions de nous. Faire pays de ce monde, richesse de ses misères, ce sont les nôtres. Faire courage de ses peurs, ce sont les nôtres. Faire rencontre des fuites et des terreurs, ce sont les nôtres. Faire minaret de l'asile, cathédrale du refuge, temple de la bienséance, ce sont nos dignités.
Appliquer cette étendue à notre propre abondance, quelle qu'elle soit, quoi qu'elle craigne. Voilà notre plus beau défi. Refuser de contempler ce qui vient du haut d'un trône sécuritaire ou depuis les retranchements de Nilé au trésor, c'est ici notre gloire. Organiser en pleine humanité nos irruptions dans l'irruption du monde, c'est notre humilité. Tout déverrouiller en soi pour mieux ouvrir en nous le sanctuaire de l'humain, c'est notre liberté. Négocier ainsi la crête d'une aventure déjà vécue par tous, dont garde mémoire les cheminements de notre conscience, c'est notre manière de demeurer vivant. La mondialité nous rappelle que le monde est fait d'écosystèmes, de forces solitaires et ensemble, antagonistes et solidaires, un entrelac de différences, aussi de divergences, qui s'organisent dans des nœuds d'équilibre renouvelés. Cet entrelac du vivant nous dit, comme chantait Hölderlin, « Viens dans l'ouvert, ami ». Il intègre sans cesse d'autres donnes, fréquente le désir d'inconnu, la présence d'un mystère, le goût d'une différence, l'alcool frais d'un écart, puis d'un autre encore. Œuvre à des houles qui fluidifient en toi et tout autour de toi ce qui est mort, ce qui est fixe, ce qui n'est pas en train de naître par des voies insolites. Fais en sorte qu'aucune donnée du monde ne te paraisse hostile. Chaque donnée du monde complétera ta présence, l'étendra un peu plus, la gardera en vie. Accepte ainsi cet épanchement dans l'alchimie des distorsions qui viennent, qui partent ou qui reviennent, qui produisent des lots de différence, diversité labile, en toi, pour toi, avec toi et tout autour de toi. En atteignant son plus haut degré de relation à ce qui est, à ce qui vient, un écosystème développe un surcroît de sensibilité aux différences, tangences et divergences qui ne cessent de l'assaillir. À cet étiage de maturation, celles-ci deviennent désirables, enrichissantes et nécessaires. L'écosystème s'ébranle alors sous la force du nouveau, s'installe dans un écart, va à l'inattendu, bâille à l'imprévisible. Amorce la tension d'un autre ensemble de recomposition très fluide. Une transition se met en place, où les différenciations deviennent radieuses, déclenchant l'incertain des possibles, l'imprévisible, même l'impensable, d'un devenir ouvert. Gardez intacte cette sensibilité toujours refondatrice, où va surgir ce réflexe qu'est l'accueil. Sur quoi se fondent les élans migratoires ? Bien sûr, la guerre, la terreur, la peur, la souffrance économique, les désordres du climat, mais aussi sur l'appel secret de ce qui existe autrement. La plupart des migrants ont identifié le lieu d'une arrivée, qu'ils ont choisi ou qu'a choisi pour eux leur perception du monde. Ils sont habillés par une vision surgie de la mondialité. Sans doute subjective, partielle, aliénée par les forces dominantes qui nous formatent l'imaginaire, mais vision tout de même. En eux, elle a rompu les verticalités du paysage, élargi au-dessus des frontières leur territoire vital. L'a installé dans l'ardeur d'une promesse. C'est cette vision qui rend leur élan impérial, tendu entre la vie et la mort et s'acceptant ainsi. Cette vision est une autorité. Elle ne sait lire aucune des anciennes limites. Elle ne sait qu'inventer des passages, ouvrir des voies, aller dans une constance qui reste intacte, même quand elle n'aboutit pas, et qui se maintient comme ça, dessinant de son unique sillage une géographie neuve, ouverte sitôt le premier pas, atteinte au même instant, qui labourent d'avance de leur seule intuition, qui vivent avant de la connaître vraiment, qui possèdent avant même d'arriver, et qui restent d'autant plus forte et réelle qu'elle se voit empêchée. C'est ce reflet, chère Jane, que tu as cru voir miroiter dans leurs yeux. La mondialité,
qui se diffuse en nous à mesure que l'emprise totalitaire se renforce, est une énergie relationnelle, dont l'intensité ne cesse de s'accomplir. Nul ne saurait, sans sortir du vivant, s'opposer à Saoul. Elle bouleverse ce qui est mort et active l'avenir. Ceux qui ne savent pas reconnaître les soleils sans fureur et les dieux sans autel la confondent avec la mondialisation. La rejettent avec la mondialisation, se soumettent ainsi à cette mondialisation même, glissant, quittant les fixités, suivant les fulgurances d'une pensée du divers, philosophe confrontant l'étendue, poète des lieux de l'impensable, penseur de l'autre de la pensée, pour refuser de leur laisser le monde, disait tout monde, comment dit tout vivant, et dire cela c'était dire relation.